remercie de me permettre de parler devant cette auguste assemblée des avancées récentes des prothèses totales de hanche. Donc, l'histoire de la prothèse de hanche, en fait, remonte au début des années 80 avec le père de l'orthopédie sénégalaise, je veux nommer feu le professeur Ilse Pouy, qui, avec l'aide du professeur Paul Blémont, un Belge, ont commencé les premières implantations de prothèses en 83. Et cette collaboration nord-sud a permis la publication des 10 premiers résultats par nos maîtres également, le professeur C et le professeur El Hadj Diop. Et depuis lors, pratiquement dans toutes les structures hospitalières, hospitales universitaires de Dakar, dans les structures privées et même dans certaines régions, ces prothèses sont mises. Mais je pense qu'il serait très important de faire le relevé de toutes ces prothèses et essayer de faire la conjonction des différentes techniques. Quelques données prises dans les archives du service d'orthopédie de l'hôpital Aristide Le Dantec. En 1999, sous la direction du professeur Abdoulaye Ndiaye, notre jeune assistant, le docteur Lamine Sarr, avait déjà évalué les 100 premiers cas, 100 premiers cas de prothèses de hanche, ce qui a permis, quelques années après, sous ma direction, de faire également une étude sur 2 ans des prothèses totales non cimentées. Et cette étude avait montré une augmentation progressive du nombre d'implantations entre 2013 et 2015. Et si on prend les années une à une, on se rend compte par exemple que d'avril à juillet, 28 prothèses ont été mises. Il faut signaler que dans le service d'orthopédie de l'hôpital Aristide Le Dantec, chaque chirurgien a un jour opératoire. Chaque jour opératoire. Et on verra pourquoi. Vous verrez que ces implantations, en 100 jours, 28 prothèses, on peut penser que ce n'est pas beaucoup. Mais c'était lors des reprises. En 2014, 50 prothèses, mais sur un plus large délai, entre janvier et décembre. Et en 2015, également, de janvier à août, 63 prothèses, et vous voyez des pics de 15 prothèses, et des fois des pics à 2 prothèses. Mais cette irrégularité dans la pose des prothèses, en fait, est multifactorielle. Il y a d'abord les problèmes de fournisseurs, parce que l'hôpital et le ministère, etc., ne fournissent pas. On a des fournisseurs extérieurs qui fixent leur prix, qui fixent la régularité ou pas de leur dotation en implants. Nous avons malheureusement également les mouvements d'humeur des différents syndicats hospitaliers qui, lorsqu'ils font grève, arrêtent le programme opératoire, on ne perd pas. Et également, le coût, on en reviendra toujours, le coût qui est assez exorbitant. Il n'y a pas d'assurance pour ça. C'est le patient, avec la solidarité familiale, qui va prendre en charge entièrement sa pathologie et son traitement. On va parler directement des avancées chirurgicales sur le plan des arthroplasties totales de hanche. Elle va concerner les différentes étapes de la mise de la prothèse, depuis la planification jusqu'au suivi. Lorsque vous mettez une prothèse à un patient, il va vivre avec. Et vous allez le suivre. Si vous allez à la retraite, eh bien, votre assistant va le suivre. Moi, je suis quelques patients du professeur Seydi Nassé, qui a été mon maître, et ainsi de suite. C'est un patient qui gardera sa prothèse à vie. Vous avez changé son articulation qu'il avait de nouveau, que le bon Dieu lui a créé, eh bien, vous allez la suivre, et quand il y aura des problèmes, vous serez obligé de le régler. Je ne reviendrai pas trop sur la planification plane dont nous a parlé notre maître, le professeur Abdoulaye Ndiaye, qui se fait sur une radiographie plane et qui n'a pas une vue 2D ou 3D de l'articulation. On ne voit que l'élément osseux, on ne voit pas tout ce qui est autour de ça, mais c'est une étape fondamentale. Elle permet la réussite de la prothèse de hanche. Si vous ne la faites pas, eh bien, forcément, si au premier cas ça passe, vous n'êtes pas doué, au deuxième cas, vous aurez une casse. Donc, elle permet de déterminer beaucoup de choses, les tailles, les trous de rotation, les inégalités de longueur de membre qu'il faut corriger. Parce qu'en général, le patient, il vient pour une boiterie douloureuse. Eh bien, cette boiterie douloureuse, votre challenge, c'est de lui ramener une marche normale et autonome. Donc, la planification, le professeur Ndiaye vous en a parlé. Moi, je vais plutôt vous parler de la planification tridimensionnelle. La société Symbiose a créé plusieurs logiciels, mais surtout, elle est faite à base d'un scanner. Elle va permettre, après la prise des images au niveau du scanner, de récupérer sur un ordinateur ces différents éléments et de faire une planification. Cette planification 3D va permettre aux chirurgiens et aux patients, parce que le patient pourra suivre lors de votre consultation ce que vous allez lui montrer, il va suivre, il va visualiser son intervention. Donc vous voyez tout ce que vous aurez à faire au bloc opératoire avant même d'y aller. Et toutes les éventuelles difficultés
vous serez préparé à toutes les éventuelles difficultés auxquelles vous serez confronté lors de cette arthroplastie. Ici, on voit tout ce qui est élément osseux, mais tout ce qui est péri, comme le dit le professeur Ndiaye, tout ce qui est péri-articulaire, à savoir les muscles, qui ont un rôle très important dans la stabilité de la prothèse, mais également les éléments osseux et également l'os sous-chondral pour voir la tenue de la prothèse en primaire, également en secondaire. Les prothèses tiennent par le ciment dans les anciennes techniques, mais dans les prothèses sans ciment, on a le composant minéral de l'os. La prothèse est enrobée d'hydroxyapatite, qui est un composant minéral de l'os, de telle sorte que quand vous implantez cette prothèse dans l'élément osseux, l'os le prend comme un élément qui lui appartient. Et ça va créer ce qu'on appelle une ostéo-intégration. L'os va s'agripper à cette prothèse qui va permettre une tenue de cette prothèse. En primaire, c'est l'effet press-fit, vous allez impacter la prothèse, mais dans le délai, l'os, reconnaissant l'hydroxyapatite comme un constituant qui lui est propre, il va s'y agripper et permettre à la prothèse de ne pas bouger et d'être fixée. Donc on voit ici sur un fémur, vous voyez l'élément rosé, c'est la prothèse. Donc vous voyez quelle prothèse vous allez mettre, dans quelles conditions vous allez la mettre et ce qui peut se passer lors de cette implantation. Plus récemment, présenté au congrès de la SOFCOT, c'est-à-dire la Société française de chirurgie orthopédique en 2014, une autre société, EOS Imagine, a mis au point un logiciel qui permet de moins irradier le patient, parce que c'est des rayons, le scanner c'est des rayons X, mais ils ont un système de rayonnement qui va balayer tout le corps du patient en biplan, face profil, puis après ces images seront travaillées dans le logiciel de la société avant d'être transmises au chirurgien sur son ordinateur. Et ce travail va se faire en 5 jours. Le chirurgien peut voir l'intervention, peut en discuter avec le patient et il peut choisir également ses tailles. L'intérêt de l'EOS par rapport au Symbiose, c'est qu'il est moins irradiant. Il est plus facile à travailler et en général, dans les sociétés organisées, le fournisseur lui-même participe aux frais de cet examen-là. Donc, l'acquisition, elle est rapide et elle est très peu facturée aux patients qui souvent est prise en charge dans leurs différentes allocations ou dans leurs différentes prises en charge. Ici, nous avons les 6 étapes. Le chirurgien va prescrire cet examen radiographique ici. Il va envoyer le patient où il y aura juste une prise radiographique biplan qui va balayer tout le corps humain, tout le corps du patient. Ces images seront transmises au laboratoire, au service du fournisseur qui va travailler toutes les images en fonction de la demande du chirurgien et de lui envoyer dans un délai minimum par email simple, en 5 jours. Le chirurgien va travailler ces images, va choisir ses implants, va définir sa tactique opératoire, en discuter avec le patient, en discuter avec ses différents collaborateurs avant de passer à l'acte proprement dit. Donc l'acte est juste, en définitive, la dernière étape qui permet toujours de valider les différents temps de cette acquisition. Le chirurgien n'est pas assujetti à ce que lui dit la machine. Il peut ne pas faire autre chose, parce que c'est vrai que les radiographies sont beaucoup plus performantes, mais le vivant est différent de l'imagerie. À côté, après la planification, le patient doit être vu par un anesthésiste qui va déterminer le type d'anesthésie. On fait de moins en moins d'anesthésie générale parce que la crainte de est-ce qu'il va se réveiller, il ne va pas se réveiller. Maintenant, on fait des anesthésies loco-régionales, comme dans les césariennes. Le patient ne dort pas. On a également moins d'infections, qui était la crainte initiale lors des dépôts de prothèses, parce qu'on a de plus en plus de molécules qui sont beaucoup plus performantes. Le patient ne saigne pas. La prothèse, c'est une intervention qui saigne beaucoup. Donc, il ne saigne pas parce qu'on va utiliser des techniques de self-service, de récupération de sang du champ opératoire, de filtration et de réinjection au patient, qui se fait pendant le geste opératoire. On a des molécules qui permettent de réduire le saignement, l'acide tranexamique, mais également, on a aussi en post-opératoire le problème de l'embolie post-opératoire. C'est réglé avec les héparines de BOPA moléculaire qui sont données par voie sous-cutanée, mais maintenant, on l'a maintenant par voie orale. Et ce sont des molécules qui ont l'autorisation de mise sur le marché pour les arthroplasties de hanches et de genoux. Le patient est apte à l'intervention, il faut passer à l'acte opératoire. Avant, on disait aux grands chirurgiens les grands abords, mais maintenant c'est fini. Soit c'est des percutanés, c'est des mini-open, mais il n'y a pas de voie standard pour tout le monde.
c'est en fonction du chirurgien et de ce qu'il sait faire, et de ce qu'il veut faire, de son habitude. Le tout, c'est de bien faire ce qu'on sait faire. Donc, ces voies mini-invasives, elles peuvent être sur table ordinaire, normale, ou sur table standard, ou sur table spécialisée, avec plus ou moins des instruments spécifiques. Ce sont des voies d'abord qui vont faire 8 cm, même moins des fois, en fonction de l'adiposité du patient. Et elles font juste la taille des fois du cotyle. Et elle a pour ambition d'améliorer les suites post-opératoires, diminuer la mobilité post-opératoire et de permettre une récupération plus facile en post-opératoire. Donc, les voies sont possibles. Ici, on a un mini-open avec une table ordinaire, avec des instruments standards qui sont tout à fait possibles, ou bien sur table orthopédique avec des tractions, etc., et avec une instrumentation spécifique en fonction du fournisseur. Ce travail du centre hospitalier de Malte qui a fait un travail sur les voies mini-invasives. Le centre de Malte, je vous rappelle, est devenu un centre d'orthopédie où un autre collègue, le professeur Kempe, fait beaucoup de bonnes choses. Donc vous voyez l'installation du patient en latéral avec des écarteurs spécifiques et avec un abord de pratiquement 8 cm, on peut réaliser toute l'arthroplastie. La difficulté de la mini-invasive, on lui reprochait quoi? Est-ce que vous voyez bien et est-ce que vous pourrez bien faire? Eh bien, le mini-invasif permet, si on est entraîné, c'est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage, ça vous permet de bien voir et également de bien faire. Parce qu'on lui reprochait surtout, est-ce qu'il n'y a pas un problème de malposition des implants qui est un facteur de risque important dans la luxation des prothèses. Après avoir incisé, il faut placer les implants. Mais également, les implants sont améliorés. On les disait avant, on ne les mettait pas au sujet jeune parce que, etc., etc. Maintenant, il y a des implants de plus en plus spécifiques et qui répondent à des normes où on peut l'implanter à des sujets jeunes. Et s'ils font attention, s'ils restent attentifs à leur prothèse, ils peuvent le garder pendant en moins de 20 ans, mais ils peuvent garder même 50 ans. Nous avons 4 types d'implants en général qui ont évolué. La double mobilité, le resurfaçage, les implants courts et les implants sur mesure. Nous devons au professeur Gilles Bousquet, dans le début des années 70, l'utilisation des prothèses, surtout des cupules à double mobilité. Dans les prothèses standards, on mettait une cupule de taille variable, une tige de taille variable, mais les têtes fémorales, comme le disait le professeur Ndiaye, allaient de 22 à 32. Ça ne correspond pas aux têtes fémorales normales anatomiques. Si vous vous rappelez les prothèses de Moore qu'on faisait avant, on mettait des tailles de 48, de 50, de 60, etc. Maintenant, avec ces prothèses dans l'ancien dessin, dans l'ancien design, on ne peut pas les mettre. Mais dans cette philosophie du professeur Bousquet, on met une première tête, on met un premier cotyle en presse-fit. La première tête est pratiquement de la même taille que la prothèse, qu'une tête normale, et on va y associer toujours une petite tête. Elle va conférer à l'implant une double mobilité. Il y aura une mobilité entre la tête et entre ces deux têtes-là, une autre mobilité entre le cotyle et cette deuxième. Et cet effet de double rotation, de double mobilité, a un effet anti-luxation. Elle ne va pas se luxer. Le débattement articulaire sera pratiquement proche d'un débattement articulaire d'une hanche saine. Autre innovation mise au point par le docteur Magnin, sont les prothèses de resurfaçage. Elles sont très intéressantes chez les sujets drépanocytaires qui sont jeunes. Il n'y a pas de grosse résection osseuse. On va juste continuer à enlever le cartilage qui est altéré et on va y mettre, excusez-moi, on va y mettre un implant. Mais ce type d'implant, pour le moment, est en stand-by parce qu'il y a eu trop de complications. Donc je pense qu'elle nécessite une réamélioration, une repensée pour pouvoir les mettre de façon globale. Les implants à tige courte, c'est vrai, le professeur Ndiaye vous disait que quand elles sont trop longues, elles vont créer des douleurs fémorales, alors que la prise, la tenue de la prothèse, elle est métaphysaire. Donc, nos collègues italiens transalpins aiment beaucoup ce genre de prothèses-là, mais il faut bien les mettre. Parce que vous voyez que ici, toute l'hydroxyapatite est au niveau métaphysaire, et la prothèse, en fait, elle tient, surtout les prothèses sans ciment, elles tiennent au niveau métaphysaire. Donc, il faut bien les mettre. Si vous les mettez bien, vous n'avez pas besoin d'une tige qui va descendre tout le long du flux diaphysaire. Donc, c'est une intervention très conservatrice et avec un ancrage métaphysaire stable. En dernier des implants innovants, on a les implants sur mesure parce que des fois, on se retrouve devant des hanches pour lesquelles on ne comprend pratiquement
par l'évolution de ce qui s'est passé. Toujours Symbiose a créé un logiciel custom hip qui permet aussi également de concevoir et même de fabriquer ces implants sur mesure. Et ces implants-là seront adaptés aux patients que vous avez devant vous. Vous ne pouvez pas en faire un tirage sur toute une population. Et il y a deux approches, deux critères et deux conditions. Adapter la forme intramédulaire à la forme du fût diaphysaire et également reconstruire en extramédulaire pour optimiser vraiment la correction de l'inégalité de longueur de membre, optimiser l'offset fémoral, ça veut dire le débattement entre le centre de la tête et l'axe du fémur, mais également gérer la rotation du membre inférieur. Ces avantages, c'est de personnaliser les implants. Un implant, une personne. Autre chose, c'est de faire une planification préopératoire précise et restaurer précisément l'anatomie de la personne, ce qui va permettre d'améliorer vraiment sa récupération fonctionnelle. Elle est indiquée chez les sujets jeunes, actifs, qui ont présenté ces déformations, mais surtout, sa principale indication sont dans les dysplasies de hanche. Ici, vous voyez des prothèses qui sont plus ou moins déformées. Elles ne sont pas déformées parce que, comme dans ce cas-là, vous voyez, cette dysplasie qui est sévère ne peut pas prendre un implant standard. Vous êtes obligé de créer un implant pour ce patient et pour lui permettre d'avoir une qualité de vie, une marche autonome, sans aide, sans canne, sans rien du tout. Il n'aura pas la vie de tout le monde, il ne pourra pas faire le 100 mètres ni le marathon, mais au moins il aura une vie sans douleur et sans boiterie, et c'est déjà beaucoup pour lui. Maintenant, comment mettre ces prothèses? On est dans le bloc, comment les mettre? Mais avec l'avenue du numérique et de l'informatique, les gens ont dit, à l'extrême, pourquoi pas ne pas laisser les robots opérer? Les robots fabriquent les voitures maintenant. Pourquoi pas ne pas laisser opérer? Donc, au début, on a commencé par une chirurgie avec le professeur Merlos de Grenoble, avec de la chirurgie assistée par ordinateur, dans les années 90. Les objectifs, c'était d'avoir un geste précis, parce qu'il y avait beaucoup de catastrophes, les chirurgiens, etc., on les accusait à tort et à travers. Donc, il faut préciser l'acte chirurgical, avoir un geste moins invasif et améliorer également les protocoles chirurgicaux. Elle permet de valider le résultat, d'optimiser la mobilité, et également de respecter vraiment la longueur de membre, et ça c'est des critères chirurgicaux. Mais le problème c'est que le chirurgien va s'adapter, cette navigation doit s'adapter au chirurgien. Cette étude montre, vous voyez, que la navigation a un intérêt, mais elle a une courbe d'apprentissage. Elle a des frais, parce qu'il faut payer le matériel, etc. Mais il y a une courbe. Le temps de maîtriser, ce n'est pas la première prothèse que vous allez faire. Un chirurgien qui a l'habitude de faire des voies d'abord ne peut pas maîtriser une navigation initialement. Il est obligé de l'apprendre pendant un certain temps au contact de personnes qui savent le faire. Donc, elle s'adapte au chirurgien. Pendant l'acte chirurgical, le chirurgien va mettre des différents capteurs sur le patient. Il y aura une espèce de radio qui va essayer de modéliser tout ça. Et chaque fois que la machine va proposer quelque chose au chirurgien, le chirurgien doit l'accepter. Il peut ne pas l'accepter et choisir autre chose. À ce moment, la machine va aussi changer. C'est comme la navigation d'une voiture. Si vous voulez tourner à droite et vous ne voulez pas, vous voulez aller tout droit, il va s'adapter pour vous dire retournez à droite ou retournez à gauche. Donc la navigation, elle s'adapte au chirurgien. C'est un espèce de copilote du chirurgien. Mais ce n'est pas lui qui pilote. C'est le chirurgien qui pilote et qui fait ce qu'il a à faire parce qu'après, la responsabilité va incomber au chirurgien. Aussi bien pour l'indication, pour le choix du matériel, pour la voie d'abord, pour l'implant mis, etc. etc. C'est la responsabilité du chirurgien. Il ne peut pas la donner à une machine. Ici, on a une vue du bloc opératoire. Nous avons le navigateur qui est là. Le chirurgien met différents capteurs et sur l'écran, il va avoir tous les renseignements qu'il veut. À ce moment, il est en droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter ou de changer les indications en fonction de ce que lui dit cette machine. On termine par le fantasme ou la science-fiction, c'est la robotique. Est-ce que les robots peuvent opérer? Elle a germé très longtemps avec Leonardo da Vinci, c'est la raison pour laquelle le nouveau robot, on l'appelle le Da Vinci, n'est-ce pas? Elle a progressé, d'abord en chirurgie orthopédique, mais plus maintenant en chirurgie viscérale, chirurgie neurochirurgicale, qui sont beaucoup plus proches de ce genre de chirurgie. Elle se passe comment? Elle se passe, on a une console où va se mettre le chirurgien ici. Le chirurgien n'est plus au chevet du patient. La console, le chirurgien est assis ici avec des manettes, c'est comme la PlayStation. Il est là. Le patient est couché ici, anesthésié avec 1 ou 2 aides.
Nous avons le robot avec ses 4 ou 5 membres au-dessus du patient qui va effectuer le geste chirurgical. Et de l'autre côté, la console d'endoscopie qui va permettre de voir ce que, autour, de voir ce que le chirurgien est en train de faire. Un autre exemple, vous voyez la salle opératoire, l'organisation de la salle opératoire. Vous avez les 2 chirurgiens qui sont là, au niveau des consoles, qui vont faire bouger ces différentes manettes, qui vont opérer le patient, avec toujours à côté un aide opératoire qui peut contrôler certaines choses. Ce n'est pas la machine qui opère, c'est plutôt le chirurgien qui lui dit ce qu'il faut faire. C'est une technique intéressante qui est très divulguée en ce moment dans les pays qui ont les moyens et qui ont de bons résultats avec. On termine par la rééducation fonctionnelle. En préopératoire, c'est essentiellement le rééquilibrage musculaire, le renforcement musculaire et pour, in fine, donner au patient une autonomie de marche indolore. On ne peut pas terminer sans parler de la formation. Maintenant, nous avons notre maître, le professeur Si, qui fait de la formation avec les moyens du bord, mais la formation maintenant, elle se fait avec la simulation numérique, hein, donc avec des différents casques, et le chirurgien a la visualisation du geste opératoire sur n'importe quel écran, n'importe quel masque peut utiliser, n'importe quel écran peut utiliser, mais ce sont ces gants-là, qui sont des gants tactiles, qui vont simuler avec différents instruments, qui vont simuler l'intervention. Elle a commencé par la chirurgie de la hanche, maintenant on en fait avec la chirurgie du genou, mais également avec la chirurgie du rachis pour la formation des différents chirurgiens. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire de la formation à l'animalerie, on est venu trop tard. La disponibilité des corps est très difficile. Je pense qu'éventuellement, si on se donne les moyens, c'est une voie de formation des chirurgiens. Terminé par les aspects réglementaires et médico-légaux, la chirurgie, c'est un acte invasif sur un patient, donc le chirurgien a des responsabilités, tant sur le choix du matériel que sur le devenir de ce patient-là. Le marquage CE, c'est-à-dire conforme aux exigences, doit être important. Le chirurgien choisit l'implant, parce que la crainte de certains patients, c'est de dire est-ce que le matériel ne va pas rouiller à l'intérieur de moi ou est-ce qu'il ne va pas se casser? Donc c'est le choix du chirurgien de choisir le matériel le meilleur pour le patient. Également, la traçabilité, il doit être capable, à partir d'un patient, si on a le matériel, on peut savoir où est-ce qu'il a été fabriqué, dans quelles conditions, et inversement, donc elle peut être ascendante ou descendante. C'est important pour sécuriser le chirurgien, sécuriser le malade, mais également sécuriser le fabricant. Donc il faut lui, toujours que par les différents codes barres, lui dire ton matériel a tel problème et faire des déclarations de sinistre. L'arthroplastie de hanche en France, c'est 16% des sinistres, 16% des poursuites des chirurgiens orthopédistes. C'est beaucoup, 16%. Hein, avec des doléances, des réclamations, mais le tout, c'est de chercher à résoudre ce problème-là. Et ça va être réglé. Soit le patient va retirer sa plainte après explication ou indemnisation le plus souvent, soit après une expertise, soit après un jugement. Il faut savoir que ce geste-là n'est pas anodin, il impose une prise de responsabilité et une prise de décision. On termine en conclusion pour vous dire que les avancées chirurgicales en matière d'arthroplastie de hanche, elles sont multifactorielles et pluridisciplinaires. Elles vont du préopératoire au post-opératoire avec comme seul leitmotiv la sécurité du patient, du couple chirurgien-anesthésiste, mais également la sécurité du fabricant pour l'amélioration des différents implants. Je vous remercie de votre attention.